Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau campus exécutif. Aujourd'hui, nous accueillons l'IAE Lyon et son Executive Master Management des ressources humaines et organisation, le RHO pour les intimes. Pour nous en parler, trois invités de marque comme toujours. La directrice en personne, Catherine Glivermande, accompagnée de un de ses anciens étudiants, un étudiant pardon, et une ancienne étudiante. Alors, Raphaël Sili, diplômé en 2022, et Fares Amiri, étudiant actuel du Master RHO. Ils sont tous les trois là pour répondre à mes questions, mais avant cela, nous commençons avec l'instant corporate. L'instant corporate, Catherine, donc vous allez nous présenter dans les grandes lignes le master exécutif. Je vous écoute. C'est une formation qui est proposée à des personnes qui souhaitent entrer et évoluer dans la fonction ressources humaines et qui pour cela donc, ont besoin d'être outillées à la fois sur un plan très pratique, de façon à être pragmatique, et puis aussi sur un plan plus théorique, plus conceptuel, afin de pouvoir répondre aux grands enjeux qui sont posés à la fonction ressources humaines. Il y a des transformations sociétales fortes qui dépassent d'ailleurs les frontières de l'organisation. Et donc, la formation vise à outiller nos étudiants, nos participants, pour qu'ils soient ensuite, pour mieux comprendre ces défis, pour mieux y répondre et proposer des solutions innovantes. Alors, la formation, c'est aussi une dimension éthique importante, je pense qu'il faut le souligner. Nous posons un certain regard sur la fonction, sur la ressource humaine. Considérons que l'humain est plus qu'une ressource, justement, et que le salarié est d'abord une personne. Et cela irrigue, cette dimension éthique irrigue l'ensemble du parcours. Et puis, c'est également une aventure collective. Je pense qu'on n'y arrive pas par hasard, on n'en sort pas non plus comme on y était rentré. Et il y a la notion d'engagement. Nos participants sont engagés dans cette formation et le mot engagement dans son sens fort, justement. Très bien. Une de mes premières questions, c'était la définition des ressources humaines selon le RHO. On en a eu quand même déjà un petit exemple. Raphaël, est-ce que vous aviez déjà une première expérience en ressources humaines avant de postuler ou pas du tout? Oui, tout à fait. Donc moi, j'avais évolué depuis un peu plus de 10 ans dans la fonction RH avant d'intégrer le master, donc sur des fonctions d'assistante RH, de chargée de mission RH. Et j'avais vraiment envie d'évoluer sur des postes avec de plus grandes responsabilités, donc accéder à un poste de responsable RH et puis à terme de DRH. Et effectivement, moi, j'ai cherché et j'ai trouvé dans ce master effectivement tout ce que j'attendais d'un enseignement qui me permette à la fois de monter en compétences à la fois théoriques, conceptuelles, comme le disait Catherine, et puis surtout d'acquérir une forme de légitimité pour pouvoir prétendre à des postes sur de nouvelles fonctions. C'est pareil pour vous, Fares, comme Raphaël, c'est pour actuellement donner un nouvel élan, monter en compétences, gagner en confiance en soi? Oui, tout à fait. En fait, moi, initialement, j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai été accompagné par mon entreprise. En fait, je travaille chez GRDF. Je suis manager, je manage une centaine de salariés là, sur le secteur lyonnais. Et, au mois de mai, en fait, j'ai fait le point avec ma DRH voilà, dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai mon entreprise qui m'accompagne pour m'orienter dans le domaine RH après avoir obtenu mon master. Et je rejoins tout à fait ce que disait Catherine. Moi, j'étais plutôt sur les aspects opérationnels en tant que manager. Donc, j'avais l'habitude de faire du recrutement, de gérer les relations humaines. J'avais ce besoin en fait de plus de hauteur, de bien comprendre des orientations stratégiques. Et c'est ce que aujourd'hui, au master en fait proposé par l'IAE, j'ai la possibilité de faire avec quasiment une mise en pratique réelle en fait des notions que je peux acquérir en cours. C'est essentiel d'avoir une première expérience en RH pour pouvoir postuler ou on n'a pas obligatoirement une expérience en ressources humaines pour justement pouvoir prétendre à intégrer le master? Ah non, il peut y avoir des personnes qui n'ont aucune expérience en ressources humaines parce que dans la promotion, il y a aussi il y a de plus en plus de transitions professionnelles et des personnes qui se retrouvent avec des formations de psychologues, de linguistes, d'ingénieurs, de juristes, de chimistes, d'ostéopathes aussi.
ou infirmiers cadres de santé, et qui souhaitent prendre une direction, donner une direction différente à leur parcours, et qui donc n'ont pas forcément une première expérience vraiment en ressources humaines. Non, ce n'est pas nécessaire, mais il faut une appétence. Alors, qu'est-ce que vous regardez en premier, justement, s'il n'y a pas de... On peut être ostéopathe, ingénieur, ou au contraire avoir travaillé dans les ressources humaines et quand même postuler. Qu'est-ce qui va être le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous allez retenir sur un dossier? Une appétence, assurément, mais au-delà de ça, pour travailler dans ce domaine, au-delà de ça, c'est peut-être un projet, une cohérence dans le projet, une capacité à entrer dans cette fonction qui demande quand même des compétences humaines aussi importantes, une envie de rentrer dans cette aventure. C'est peut-être ce que l'on regarde. Ce que je regarde, mais accompagné d'un DRH en général lorsque je fais les entretiens de recrutement, c'est à la fois, alors j'ai dit la cohérence du projet, mais c'est à la fois une dimension pragmatique, une capacité à se saisir d'outils, à traiter des problèmes du quotidien dans la vie d'une organisation, problème RH, mais aussi une appétence pour le savoir, enfin pour prendre du recul sur des problèmes, pour dépasser les idées toutes faites, pour aller au-delà des idéologies. Donc se questionner, avoir un esprit un peu critique. Et puis, il faut, je pense aussi, de l'humilité, parce que les personnes en transition, mais pas seulement, celles qui sont en évolution, reviennent sur les bancs de l'université, finalement. Et ça, je pense que ça demande de l'humilité. Je pense qu'il faut aussi de la générosité pour rentrer c'est, je pense, spécifique à la fonction, mais aussi pour entrer dans l'aventure du master. Oui, c'est ça, une capacité à partager, à coopérer et à avancer ensemble. Et puis, peut-être faut-il aussi du courage. On parle tellement du courage managérial, mais peut-être aussi faut-il du courage pour remettre en question. Et puis, toujours ce projet de vouloir œuvrer à la mise en place d'une fonction RH au service des ressources humaines dans l'organisation où se trouvent nos participants. Alors justement, Raphaël, c'est difficile de reprendre une vie étudiante après avoir été dans la vie professionnelle, quand on revient sur les bancs de l'université. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un nouveau rythme? Est-ce qu'au contraire, c'est sympa? Alors c'est les deux. C'est d'abord difficile parce qu'effectivement, alors moi j'ai eu une interruption de pas loin d'une vingtaine d'années avant de rejoindre à nouveau les bancs de l'université. Donc au départ, il y a beaucoup de questionnements autour de est-ce que je vais arriver parce qu'en plus, voilà, on est surtout avec un public sur des tranches d'âge assez variées, avec des parcours assez différents chacun. Donc oui, c'est est-ce que je vais être en capacité de réapprendre des choses, de m'approprier de nouvelles connaissances, de fournir une quantité de travail en quantité et en qualité satisfaisante. Mais finalement, c'est très vite... Voilà, je pense qu'il faut entrer dans ce master, comme le disait Catherine, avec beaucoup d'humilité et être assez candide finalement par rapport à tout ce qu'on va nous apporter. Et l'idée, voilà, c'est aussi de se nourrir des expériences des autres. On apprend beaucoup et finalement, on voit qu'on arrive tous sur un même pied d'égalité, quels que soient nos parcours. Et finalement, on avance très vite ensemble et en prenant beaucoup de plaisir, effectivement, dans cette formation. Fares, comment on se prépare à ces différentes épreuves? Alors, avant d'intégrer, être toujours dans la phase d'admission, j'imagine qu'il y a des entretiens, des interviews à passer, un dossier à préparer. Comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'à l'inverse, juste soyez naturel et puis le reste sera fait? En fait, si je prends ma situation personnelle, moi j'ai la chance d'être très bien accompagné par ma tutrice, en fait, qui est ma DRH au sein de GRDF, et qui a fait l'IAE, en fait. Donc, elle connaît très bien, je dirais, le fonctionnement. Et du coup, ça, si vous voulez, ça a facilité ma préparation pour l'intégration dans ce parcours de formation. Et alors, quel conseil est-ce qu'elle vous a donné? Parce que tout le monde n'aura pas cette tutrice ou la chance d'avoir cette personne comme tutrice. Quels conseils on vous a donné justement pour se préparer, ceux qui hésitent peut-être et qui se disent oula, il y a quand même une lourdeur de préparation des dossiers. Comment on peut un peu les aider à avancer dans cette démarche? En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout est faisable. Tout est faisable, mais il y a un point qui me paraît très intéressant, et c'est sur ce point que ma tutrice a insisté.
c'est de bien trouver, c'est de trouver vraiment la bonne organisation et allier en fait la vie perso, la vie professionnelle et je dirais le retour sur les données. Donc une fois qu'on a trouvé cette bonne organisation et ce rythme de travail qui nous permet de répondre aux différentes sollicitations, ben, on est vite dans le vif du sujet et derrière, ben, on est intégré au groupe, voilà, on est solidaire et on est tous ensemble. Oui, Allez-y, allez-y, allez-y. oui, pour compléter ce que viennent de dire Fares et Raphaël, pour la préparation également, ne pas hésiter, je pense, à contacter peut-être des diplômés ou des étudiants. Regarder le site de l'association des étudiants, la DEGRH, aller voir un peu sur LinkedIn, enfin, s'imprégner avant de qu'est-ce que ça veut dire venir dans ce master. Et encore une fois, je pense qu'on n'y arrive pas par hasard. Donc, s'imprégner de cette réalité. Se questionner sur le pourquoi, justement. Alors, pourquoi un master exécutif, on l'a compris. Pourquoi l'IAE Lyon, précisément? Alors, moi, c'était par pertinence géographique, Ça marche aussi. d'une part, et puis aussi, alors à la fois par le contenu qui était proposé par la maquette de l'IAE, et puis le format de l'enseignement qui me permettait, moi, de continuer mon activité professionnelle. Moi, j'avais choisi de faire master sur 2 ans, voilà, ce qui me permettait d'avoir un rythme de 2 jours d'enseignement toutes les 2 semaines. Parce qu'effectivement, entre les cours à suivre, le travail à fournir et conserver son activité, pour moi, c'était le format qui était le plus compatible voilà, pour mener tout de front. 1 an ou 2 ans, quelle différence? C'est en termes d'organisation personnelle. Effectivement, on a pensé la formation pour qu'elle soit adaptée pour des personnes qui, vous l'avez compris, ont 3 vies en une, hein. La vie professionnelle, la vie personnelle, familiale, et puis le retour sur les bancs de l'école, donc la vie étudiante. Et donc le rythme, c'est 2 jours de cours par semaine. Alors, soit toutes les semaines, lorsque les participants font le choix de faire la formation en 1 an, soit sur 2 années. Donc à ce moment-là, les cours, ce sont 2 jours toutes les 2 semaines lorsque le parcours se déroule sur 2 ans. Ce qui donne un peu plus effectivement de souplesse, un rythme un peu moins tendu. Quelle différence pédagogique il va y avoir entre... Pardon, Fares, vous voulez dire quelque chose? Oui, excusez-moi, je voulais juste te dire, bah, effectivement, moi j'ai choisi en fait ce rythme de travail à avoir 2 jours de cours par semaine, tout simplement parce que j'ai une vision qui m'a été donnée par mon entreprise d'intégrer ce nouveau poste à partir de septembre 2024. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi, contrairement à Raphaël, de suivre le cursus sur 1 an. Très bien. Quelle différence pédagogique vous allez devoir appliquer entre j'enseigne à des anciens professionnels, enfin des professionnels, et des étudiants? Comment on fait, comment on choisit les professeurs qui vont être légitimes face à une cohorte qui sait de quoi on parle, qui a déjà peut-être d'expérience même dans la matière donnée? Alors, comment on choisit les intervenants? Alors, c'est le principe du binôme au sein du master, c'est-à-dire que nous avons, pour chaque unité d'enseignement et pour tous les cours, nous avons pour intervenir à la fois un académique, un expert dans son domaine à travers ses travaux de recherche, et un expert professionnel enfin, du métier, par exemple dans le recrutement, par exemple dans les systèmes d'information, RH, et dans la gestion des relations sociales. Et donc, il fonctionne en binôme. Ça, c'est une première chose. Maintenant, vous demandiez comment est-ce qu'on s'adapte dans la pédagogie. En réalité, dans la pédagogie, nous nous appuyons beaucoup sur l'expérience et le partage d'expériences des participants aussi. Et donc, de ce fait, entre ceux qui ont déjà une expérience en RH et qui vont partager, et puis d'autres qui peuvent s'apercevoir d'ailleurs que sans avoir forcément fait de la RH, ils ont été concernés par des questions de recrutement, par des questions de négociation salariale par exemple. Donc ce partage-là c'est une partie importante de la pédagogie. On s'appuie beaucoup nous intervenons sur ce partage. Et puis les travaux de groupe aussi, très très important, beaucoup de travaux de groupe. Justement, on peut mixer comme ça les différentes expériences. Donc les étudiants sont potentiellement les professeurs d'autres étudiants, c'est ce que ça pourrait vouloir dire, puisqu'on apprend chacun les uns des autres, et tout ça sous la supervision d'experts du domaine qui vont permettre d'encadrer cette... Oui, on peut le dire comme ça. Est-ce que...
Oui, on peut effectivement. Je pense que Raphaël, vous pouvez peut-être Non, en je dirais témoigner, plutôt ou qu'on est Fares. dans la mobilisation de l'intelligence collective, en fait. On co-construit beaucoup, on travaille beaucoup en interaction les uns les autres. Alors effectivement, dans les groupes de travail, on va pouvoir, selon les sujets qui vont nous demander d'être traités, on va pouvoir prendre tantôt une position de leader, tantôt être plutôt, voilà, on va plutôt se laisser porter, se laisser guider et mener les actions. Parfois, on va séquencer complètement les parties à traiter en disant dans ce groupe de 3 personnes, toi tu fais la partie 1, partie 2, partie 3. Parfois c'est très, très collaboratif. Enfin voilà, je trouve qu'on expérimente beaucoup de choses finalement qu'on va retrouver après dans nos organisations respectives et dans nos métiers, dans nos fonctions respectives. On apprend aussi à travailler en profondeur, à aller creuser vraiment certains sujets. On apprend aussi, et ce qu'on est très régulièrement amené à faire ensuite dans nos métiers de DRH, à faire ce que j'appelle du quick and dirty, où vous avez une réunion à 14 heures et vous faites vos diapos PowerPoint dans la demi-heure qui précède. Mais c'est aussi comme ça qu'on grandit, qu'on apprend et qu'on se nourrit. Donc en cela, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très complet, très global, qui apporte beaucoup à chacun d'entre nous. Alors, il reste encore d'autres sujets, d'autres thématiques à traiter, la mission de conseil, le travail de mémoire, les séminaires internationaux, bien sûr, mais ça, c'est juste après la question expert. Catherine, comment l'usage croissant de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies vient modifier les méthodes de recrutement sans les déshumaniser pour autant? Mais justement, c'est la question. Ça peut possiblement les déshumaniser, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Non, comme toujours dans une technologie, il y a dans les recrutements, et il peut y avoir un gain de temps sur des tâches répétitives, à partir de critères, repérer la shortlist, enfin des candidats. Donc, intelligence artificielle, oui, c'est bien pour, dans une première étape, peut-être gagner du temps, aller plus vite. Au final, l'intelligence artificielle, elle reste justement artificielle. Il faut bien l'intelligence humaine, et ça ne modifiera pas la question, la vraie question de fond, quand on fait un recrutement et que l'on a un candidat en face de soi et que l'on se pose la question, enfin que le DRH se pose la question, je parle sous votre contrôle, le DRH se pose la question de cette personne aura-t-elle les compétences et les comportements pour réussir dans ce poste. Donc l'intelligence artificielle peut permettre de donner quelques éclairages, mais... Guillaume, excusez-moi si je peux me permettre, avant de passer à la question d'après, j'aimerais rebondir sur l'intelligence artificielle et vous faire part en fait d'une expérience que j'ai vécue au sein de mon entreprise, puisqu'on avait de gros problèmes on avait des difficultés de recrutement avec des délais de recrutement qui étaient très importants, on était quasiment à 6 mois. Et on a pu développer en fait un outil d'intelligence artificielle qui nous a permis de capter les candidats sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le résultat est plutôt satisfaisant parce qu'on est passé d'un délai de 6 mois à 2 mois. Et donc, en conclusion, on a utilisé le meilleur en fait de cet outil d'intelligence artificielle sans déshumaniser en fait notre processus de recrutement. Catherine voulait intervenir. Non, D'accord. je rejoins tout à fait ce que vient de dire Fares. Il y aura toujours, du fait de la fonction, du fait de cette dimension ressources humaines, il y a toujours cette relation humaine qui est là et dont il faut se saisir. Il y a également la rédaction d'un travail de mémoire, Raphaël. Quel était votre sujet? Comment vous l'avez sélectionné? Comment on vous a aidé dans sa réalisation, dans son accompagnement? Dites-moi tout. Alors moi j'ai travaillé, mon sujet de mémoire c'était l'accompagnement managérial dans les environnements complexes. Très bien. Donc comment la fonction RH va venir appuyer et supporter les managers dans leur mission et comment on peut faire de l'accompagnement managérial un vrai levier dans les organisations. Alors le sujet était difficile à choisir, j'avais bien cerné les enjeux du management comme sujet à aborder. Après il faut vraiment affiner sa question de recherche, donc ça c'est quand même un premier long travail de réflexion et qui se mûrit. Ensuite, en termes d'accompagnement, on bénéficie, donc chaque étudiant bénéficie d'un enseignant-chercheur qui va le tutorer en quelque sorte dans ses travaux. Donc avec des rendez-vous de suivi réguliers. Voilà, donc il y a à la fois l'autonomie, la liberté dans ses recherches, dans ses travaux, avec des jalons qui sont posés pour s'assurer avec l'enseignant-chercheur qu'on ne dérive pas et qu'on reste bien
dans le sujet qui est à traiter. Donc un long travail, je pense qu'il faut avoir à l'idée S'y que préparer dès le s'y début. préparer, voilà, et puis aborder les choses de manière assez pragmatique. Finalement, voilà, c'est un travail, il y a un début, une fin. Il y aura une Et fin. voilà, non mais c'est ça, et c'est vraiment un vrai aboutissement. Très sincèrement, j'ai beaucoup travaillé sur mon mémoire, j'y ai passé de très nombreuses heures, et en même temps, il y a beaucoup de satisfaction quand on arrive au bout, parce que finalement, on se rend compte on a vraiment construit et bâti quelque chose. Et ça, c'est vraiment une vraie satisfaction et une vraie réussite d'aller au bout de tout ça. Et ça apporte aussi beaucoup après en entreprise, hein, dans nos métiers, où on a besoin à la fois d'avoir cette vision globale, cette vision de haut. Et je pense que quand on arrive à aller soutenir aussi son mémoire, parce que finalement, d'un travail de recherche de quelques centaines de pages, il faut en extraire les idées principales et aller les communiquer et les porter. C'est aussi ce qu'on est amené à faire dans nos fonctions, et quand on va retrouver un codir, un comex pour aller présenter un projet, un sujet. C'est en tout cas un travail, moi, qui m'a beaucoup aidé dans ma fonction d'aujourd'hui. Pareil, on parle de quantité de travail. Est-ce qu'il faut beaucoup bosser, hein, en gros, si je résume? Est-ce qu'il faut beaucoup travailler pour valider, pour justement arriver au bout de ce process, alors de 1 an ou 2 ans, en fonction de la formule qu'on aura choisie? La formation, faut se le dire, la formation, elle est exigeante. Voilà, c'est un diplôme qui est reconnu. Donc, forcément, il y a un investissement, il y a du travail à réaliser. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est pour ça que j'insistais sur ce point, il est hyper important, en fait, de trouver la bonne organisation, de trouver son rythme de travail qui permet de répondre à l'ensemble des travaux qui sont demandés par le corps enseignant. Et alors, votre rythme, peut-être pour illustrer vos propos, si jamais, pour qu'une personne qui regarde puisse se faire une idée, vous, votre organisation, laquelle est-ce? Bah, en fait, moi, je suis en activité professionnelle, donc j'en profite pour, après le travail, j'essaie de travailler mes cours le soir. Et après, je profite du week-end pour approfondir les différents sujets et profiter aussi du temps libre pour échanger avec les collègues, parce que comme vous l'avez souligné il y a quelques instants, on a beaucoup de travaux de groupe. Donc, on profite du week-end pour, je dirais, affiner les différents travaux qui sont réalisés, qui sont à réaliser dans le cadre des travaux de groupe. Bon, ça permet aussi d'avoir une représentation de ce que ça représente en termes de quantité de travail, les jours où il va falloir travailler, l'engagement que ça nécessite, hein, dans cette triple vie. Catherine nous parlait d'une transformation aussi personnelle, presque, spirituelle, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un avant et un après le RHO? Et si oui, lequel? Oui, Pour vous, en tout cas. il y a un vrai avant-après. Je pense qu'au-delà de tous les enseignements théoriques, pratiques qu'on peut recevoir, ce parcours permet à chacun d'entre nous d'apprendre réellement à mieux se connaître. Et je pense que c'est aussi par là que passe ce qu'on peut, nous, après, transmettre et apporter en entreprise. C'est qui je suis, connaître à la fois ses forces et ses faiblesses pour se les approprier et les transformer positivement dans ce qu'on renvoie dans nos organisations aujourd'hui. Fares, entre vos attentes avant de postuler et la réalité, est-ce que vous avez noté une différence? Et si oui, laquelle? Positive ou négative, hein, attention, c'est pas, Oui, pas dans les deux. oui, j'ai une différence très, très positive. Avant d'intégrer le master, en fait, j'étais beaucoup axé sur les aspects opérationnels et j'avais vraiment du mal à prendre de la hauteur sur les différents sujets qui sont en lien avec le RH. Et grâce aux cours qu'on a pu avoir durant ce master, régulièrement, j'arrive à faire le lien avec mon expérience professionnelle et j'arrive même à mettre en application des notions qui sont enseignées en cours. Je pense notamment au recrutement le recrutement qui a été proposé par Catherine. Catherine nous a fait travailler sur les différents processus de recrutement, en fait, les différentes étapes du processus de recrutement. Et en fait, malgré mon expérience professionnelle de 20 ans en tant que manager et mon diplôme d'ingénieur, je me suis rendu compte qu'en fait, le recrutement que je réalisais n'était pas bon. Donc, grâce aux cours proposés par Catherine, j'ai proposé à mon équipe d'encadrement de modifier en fait notre processus de recrutement. Et on a, par exemple, renforcé le processus d'intégration en fait des nouveaux embauchés pour faire le lien avec ce que Catherine nous avait enseigné. Qu'on peut directement implémenter ce qu'on voit en cours dans son activité professionnelle. C'est aussi, j'imagine, l'intérêt de ce master exécutif. Comment on peut mesurer la reconnaissance de ce diplôme auprès des employeurs? Parce que c'est un master en ressources humaines et après, il va falloir être recruté par des ressources humaines. Oui, comment on peut le mesurer? À travers justement le taux de placement des participants, qui est à 60% à 8 mois, je crois, et puis au bout de 2 ans, à 100%, enfin tous
très souvent d'ailleurs dès la sortie du diplôme. On le mesure aussi avec les évaluations HCERS. Si vous savez, dans l'éducation, enfin au sein de l'université, il y a une autorité administrative indépendante qui permet d'évaluer la qualité d'une formation et le master, depuis que cette autorité existe d'ailleurs, dès 2010, obtient régulièrement la note d'excellence. Il y a aussi nous appartenons au réseau Référence RH qui regroupe les formations d'excellence en ressources humaines de l'enseignement public. Et il y a aussi les prix qu'obtiennent nos étudiants, meilleure mémoire dans le secteur industriel ou au sein de l'IAS, l'Institut des affaires sociales. Voilà, il y a différentes labellisations, mais je crois que la meilleure reconnaissance, c'est celle qui est donnée par les recruteurs, par le marché de l'emploi, et le fait que nos étudiants, nos participants, s'insèrent ensuite et évoluent dans ce métier qu'ils ont choisi. Raphaël parlait de direction des ressources humaines. Combien vont finir à la direction des ressources humaines d'une entreprise? Une autre manière de vous poser la question, c'est que font vos alumni? Une fois qu'on est diplômé, où va-t-on? Que fait-on? Ce que font nos étudiants, ça dépend de leur profil, selon l'expérience plus ou moins importante qu'ils ont déjà dans la ressource humaine, selon leur projet aussi. Tous n'ont pas forcément envie d'évoluer, de tenir un poste, une fonction de DRH. Cela dit, ce que font nos étudiants, ils évoluent majoritairement dans les métiers des ressources humaines, mais par exemple, ça peut être aussi de l'accompagnement, ça peut être aussi du coaching, un peu moins important, mais ça existe. Et puis la plupart évoluent à des postes de responsabilité. C'est l'objectif de la formation, être en capacité de prendre un poste de responsable de DRH, alors dans des grands groupes, ou bien dans des PME, et y arriver par étapes, plus ou moins rapidement. Mais c'est l'objectif de la formation, que de tenir ces postes à responsabilité. Quelle différence, Raphaël, vous avez observé dans votre carrière? Une autre manière de vous poser la question, c'est sans ce master, que n'auriez-vous pas fait? Que ne seriez-vous pas aujourd'hui professionnellement parlant? Alors moi, ça a été un vrai tremplin, le passage par ce master, puisque quand j'ai terminé l'IAE, j'étais chargée de mission RH dans l'entreprise qui m'employait depuis 13 ans, qui malheureusement n'avait pas d'opportunité d'évolution à m'offrir. Moi, j'avais décidé de me mettre en recherche d'un nouvel emploi, donc j'ai basculé assez vite sur un poste de responsable RH au sein d'une PME. Dans un premier temps, et puis j'ai pu rebondir ensuite sur un poste d'adjointe DRH, et là depuis quelques semaines, donc c'est tout nouveau, je suis DRH France d'un groupe de l'industrie cosmétique. Pour ne citer aucune marque. Non, c'est pas une marque, on est dans la sous-traitance, donc il n'y a pas de secret. Dernière question avant de passer au mot de la fin. Quel regard est-ce que vous portez sur vos étudiants, Catherine? Ah mon Dieu, un regard tellement positif. Je suis chaque fois émerveillée, et on en parlait d'ailleurs, je suis chaque fois émerveillée parce que chaque promotion est unique, chaque fois c'est une aventure. J'ai parlé d'une aventure collective, mais cette aventure collective, elle se rejoue chaque année avec des personnes différentes, dans des contextes différents. Et chaque année, une page blanche à écrire avec des personnes qui se retrouvent là, une fois encore pas par hasard. Et le regard que je porte, c'est un regard, oui, d'émerveillement vraiment, parce que je trouve qu'il faut du courage pour se remettre revenir dans cette position d'apprentissage, comme je le disais, de l'humilité. Et ce qui me touche beaucoup, c'est leur capacité à s'engager, une générosité à être dans le don. Et je trouve que à une époque où l'on est c'est tellement l'individualisme replié sur soi, je trouve que là, au sein du master RHO, c'est tout à fait l'inverse. C'est au contraire la capacité à être ensemble, à travailler ensemble et à avancer ensemble.
Et je trouve que ça, c'est extrêmement positif dans notre contexte contemporain. Et c'est positif aussi pour l'avenir des organisations, parce que ça veut dire que demain, nos participants seront aux manettes dans les organisations. Donc ça, oui, c'est porteur d'espoir. Donc. Ils pourront implémenter cette humanité, Exactement. la faire retranscrire dans ces organisations. L'humanité au centre, l'humain au centre. Ça serait une forme de conclusion, mais il y en a une autre avant cela, c'est le mot de la fin. Quelques minutes pour conclure, peut-être pour ajouter un élément qu'on n'a pas mentionné ou à l'inverse, renforcer un élément qui a déjà été cité. Fares, je vais vous laisser commencer. Quelle serait votre conclusion? Écoutez, moi, je voulais faire part vraiment de ma grande satisfaction de faire partie de cette aventure humaine. On a la chance de faire partie d'une belle promotion, les échanges sont riches, j'ai fait de belles rencontres, on le disait, j'ai pu me nourrir en fait des expériences de mes collègues, que ce soit dans le domaine hospitalier, dans la banque, la SNCF, l'audit, la petite enfance, le social. Et j'ai, en quelques mois, j'ai énormément appris parce que par l'intermédiaire des groupes de travail, j'ai pu me nourrir en fait de l'appétence de certaines personnes, notamment sur les aspects théoriques. Donc, pour moi, ça a été vraiment un plus. Ce que je voudrais dire en fait pour les étudiants qui hésitent à se lancer, n'hésitez pas, lancez-vous, vous ne serez pas déçus. Les apports théoriques sont hyper intéressants, l'intervention d'un professionnel l'est aussi. Et moi concrètement, j'arrive régulièrement à la suite de chaque module, j'arrive à mettre en application ce que j'apprends en cours. Donc pour moi, c'est hyper bénéfique et c'est hyper enrichissant. Merci beaucoup Fares. Raphaël. Oui, alors moi je dirais qu'effectivement l'IAE Lyon, et ça rejoindra ce que disait Fares précédemment, c'est certes un parcours exigeant, mais qui se réalise dans la bienveillance de tous les enseignants et intervenants qui nous accompagnent dans ce parcours. C'est aussi le moyen d'obtenir une vraie réalisation de soi et effectivement dans une aventure collective et humaine qui nous fait grandir pleinement. Un joli résumé. Catherine, le fin mot de la fin. Moi, j'ai envie de citer Antonin de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, où il dit « La grandeur d'un métier, c'est peut-être avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. » Je trouve que ça s'applique bien. Sur le métier, vous parliez de... nous avions échangé, Raphaël, vous disiez quel beau métier, ce métier de DRH. Je trouve que ça s'applique bien. J'ai envie de conclure sur cette phrase. Merci Catherine, merci Raphaël, merci Fares, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Un objectif, faites grandir les personnes, elles feront grandir l'entreprise. C'est la promesse du RHO. Merci d'avoir regardé le Campus Exécutif et je vous dis à très bientôt.